Bonjour Youssef Indy, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean-Michel Vernochet. On va parler de ce qui nous occupe, c'est-à-dire de la guerre livrée actuellement, guerre non seulement médiatique, guerre de propagande, mais guerre bien réelle, guerre physique, avec ces flots de migrants qui déferlent, le mot, il n'y a pas d'autre mot, qui déferlent sur l'Europe. Alors bien sûr, on ne sommes pas encore dans une situation catastrophique. D'ailleurs, pour rendre justice à la Jordanie, nous ne sommes pas dans la situation de la Jordanie qui héberge plus de 800 000 réfugiés palestiniens et qui ne fait pas de bruit. Alors je ne sais, avec les aides des Nations Unies, bien entendu, mais il faut bien, puisque la Jordanie est en partie prenante dans cette guerre, non pas contre Daesh, mais la guerre contre le régime de Damas, puisqu'il est convenu de dire le régime de Damas, il est normal qu'elle paye sa part, son écho, pourrais-je dire, sa part du fardeau. Même chose pour la Turquie, qui a plusieurs centaines de milliers de réfugiés syriens, mais la Turquie l'a bien voulu, puisqu'elle aussi est partie prenante de ce conflit. Alors, la question que je souhaite aborder avec vous, Youssef, vous êtes musulman, pieux, mais un véritable musulman ne saurait être autre chose que pieux. Moi-même, je suis catholique. Aborder cette question du bien et du mal, puisqu'on nous avait dit, on nous répète à satiété, et même ad nauseam, que le bien, c'est l'accueil. Alors, comment aborder cette question? Où est le bien, où est le mal dans cette affaire? Surtout après la publication de la photo du petit Ilan échoué sur une plage, avec deux pêcheurs turcs qui sont à quelques mètres de lui et qui ne sont pas troublés par la présence du petit cadavre. Il faut quand même revenir aux causes de ces vagues migratoires. Ce qui est étrange, c'est qu'elles ont commencé avec, entre guillemets, le printemps arabe, et en particulier après la guerre de Libye, lorsqu'on a fait sauter ce verrou nord-africain qui est le régime libyen de Kadhafi. Donc là, on a vu des vagues migratoires traverser la Méditerranée, et à ce moment-là, on n'a pas eu de campagne médiatique avec en arrière-fond cette idée moralisante qu'il faille accueillir tout le monde, etc. À toute force, accueillir à toute force. Voilà, donc lorsque Bernard-Henri Lévy à l'époque, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy nous disaient qu'il était bien, il était moral de bombarder la Libye. Même obligatoire, voilà, donc moralement obligatoire. Il était moral de bombarder les Libyens. D'ailleurs, les Français ont dépensé plus de 300 millions d'euros pour bombarder les Libyens pendant des semaines et des semaines, en tuant au passage des dizaines de milliers de Libyens. Là, pour éviter un bain de sang, avait dit Bernard-Henri Lévy. Un bain de sang qui n'avait pas eu lieu à Benghazi, mais nous en avons véritablement... Il n'y avait pas eu de bain de sang, étant donné qu'il y avait une zone d'exclusion aérienne, et il ne pouvait pas y avoir de bombardement dans cette zone d'exclusion aérienne. Premièrement. Oui, l'exclusion aérienne s'appliquant normalement au vol par des avions qui auraient pu bombarder les rebelles, mais en fait les Français, les Italiens, les Anglais ont bombardé au sol, ce qui était en dehors du droit international. Oui, donc les mêmes qui à l'époque nous disaient qu'il était moral de bombarder la population libyenne, faire tomber l'État libyen qui avait le niveau de vie le plus élevé d'Afrique. C'est même, donc personne... Vous n'êtes pas un partisan de Kadhafi ni de la Jamaria libyenne, mais c'est vrai. Je suis ni pour ni contre. Mais apparemment, objectivement, la population, les jeunes mariés se voyaient attribuer un appartement, éventuellement une voiture ou des conditions très favorables. Enfin, les Libyens étaient des riches du pétrole. Ce sont les chiffres, et là je renvoie aux travaux des deux démographes Youssef Courbage et Emmanuel Todd, dans leur livre Le Rendez-vous des civilisations. On voit un tableau, c'était en 2007, c'était bien avant le printemps arabe. Ils nous expliquaient, noir sur blanc, que la Libye avait le niveau de vie le plus élevé d'Afrique. Mais bizarrement, d'ailleurs, j'en profite pour remplacer une pour Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, bizarrement, quelques années plus tard, a été favorable à la guerre en Libye. Vous voyez, donc... à la guerre en Libye ou en Syrie? En Libye. Il a été favorable à cette guerre en Libye. Donc n'hésitons pas à se contredire. Mais d'ailleurs, l'homme est quand même étrange. C'est une des vedettes de la droite bien pensante, mais qui pense peu en fait, parce qu'elle a peu d'informations, puisqu'il se déclare lui-même comme ayant des racines judéo-bolcheviques, ce qui en dit long. Oui. Le judéo-bolchevisme ayant massacré dans un premier temps, à partir de 1919, des centaines de milliers, voire des millions de chrétiens orthodoxes. Et d'ailleurs, il disait ça dans une interview lorsqu'il était question du catholicisme en France.
qui n'est pas sans rapport. Donc, pour revenir à mon propos, ceux qui nous disaient qu'il était bien de bombarder la Libye nous disent aujourd'hui qu'il faut absolument accueillir les réfugiés. Mais que c'est un devoir moral, que cela fait partie des valeurs de la République, nous dira M. Fablus. Mme Merkel nous parlera des valeurs fondatrices de l'Europe. Enfin, on nous bassine, non seulement on nous bassine, mais on nous abrutit avec ces valeurs, entre guillemets. Il faut se poser la question suivante. Pourquoi est-ce que des gens qui ont semé le chaos en Libye, en Orient, en Afrique en général, veulent à tout prix que des réfugiés viennent massivement en Europe? C'est extrêmement suspect, parce que ce sont des gens qui ont une vision du monde. Ce sont des pompiers pyromanes. Exactement, ce sont des gens qui promeuvent officiellement ou officieusement la guerre civile globalisée, généralisée. D'ailleurs, Jacques Attali disait récemment que grâce aux réfugiés, l'Europe deviendrait la première puissance économique mondiale. Oui, la plus riche. Madame Merkel, qu'il y a à peu près un an, nous disait que les sociétés multiculturelles, plurielles, ne marchaient pas. Aujourd'hui, nous dit que c'est un devoir moral et absolu d'accueillir. Comme le disent d'ailleurs un certain nombre de membres de la cléricature, de prêtres ou de prélats, qui aujourd'hui nous disent que c'est une obligation absolue. Mais cette obligation absolue nous oblige-t-elle à retirer le pain de la bouche de nos enfants, à déshabiller Pierre pour habiller Paul et à accueillir des gens qui sont des sunnites, mais donc étrangers aussi à notre culture. Et on sait que, au regard de l'histoire, toutes ces recompositions multiculturelles ou multiconfessionnelles n'ont jamais rien donné de bon. Non. Et il faut d'ailleurs préciser, il faut quand même le dire, que ces gens-là qui fuient leur pays préféreraient rester dans leur pays. Normalement, ils voudraient rester dans leur pays. Alors, au-delà de la morale, il faut quand même revenir à des questions plus politiques, terre-à-terre, économiques, et revenir à la question fondamentale qui est le libre-échange généralisé. Le libre-échange généralisé a détruit le tissu économique des sociétés occidentales, a fait déplacer des masses entières des pays du Sud et d'Asie, a transformé en esclaves une bonne partie de la population chinoise, mais aussi pakistanaise, bangladeshi et autres. Sud-asiatique. C'est une question qui est fondamentalement politique et économique. Il faut revenir aux accords de Bretton Woods, c'est ce qui s'en est suivi. Vous êtes en train de nous dire aussi que la morale des nations, la morale des États, la morale des peuples ne peut pas être exactement la morale des individus. Le bon samaritain se penche vers un homme qui est blessé, qui gît sur la route, et on sait que les samaritains étaient en fait une forme honnie du judaïsme, c'était des parias. Les Samaritains étaient des parias. Donc même un paria peut venir au secours d'un autre en déshérence, mais la morale des États ne doit-elle pas se concentrer uniquement sur le bien public? Rappelons que la France accueille déjà officiellement une immigration de 200 000 personnes par an, officielles, admises, et 100 000 clandestins. Peut-on à l'infini surcharger la barque, sauf à la faire chavirer, comme on le voit en Méditerranée orientale ou maintenant dans la mer Égée? Alors il y a deux choses. Il y a la première, c'est la volonté des grands patronats d'avoir une main-d'œuvre bon marché. Très bon marché, oui. Voilà, ça, exerçant une pression à la baisse sur les salaires. Ça, c'est pour le versant, on va dire, économique, libre-échangiste de la question. Et il y a aussi l'autre question qui est plus géopolitique, machiavélienne, perverse, qui est celle de la volonté de construire, de mettre en place ce choc des civilisations et de désagréger les nations occidentales de la vieille Europe, par la guerre civile globale et généralisée. C'est-à-dire que je me demande si on ne veut pas faire en Europe ce qu'on a fait en Afrique du Nord, dans une grande partie de l'Afrique aussi, et au Proche-Orient. Je me demande si on ne veut pas généraliser cette guerre civile-là. Une guerre civile sans frontières. On sait très bien qu'en fait, si on relit le Trotsky, qui a écrit un traité du terrorisme, c'est pourquoi Trotsky, les partis trotskistes ont pignon sur rue en France, alors que c'est l'apologie permanente du terrorisme, mais également Lénine, qui savait qu'il ne pourrait prendre le pouvoir qu'à l'issue d'une guerre civile et de l'installation d'une terreur. Lénine ne s'en est jamais caché, c'est une théorie, ce sont en fait les théories trotsko-léninistes qui
sont appliquées à l'échelle globale. Oui, et d'ailleurs, il faut voir un lien de parenté direct entre le terrorisme... Sous couvert d'émancipation des peuples. Oui, il faut voir un lien direct entre le terrorisme du 19e siècle, des mouvements anarchisants, et le terrorisme de type wahhabite. C'est exactement les mêmes. C'est le même procédé et les mêmes finalités. Et aujourd'hui, du copier-coller, oui. C'est du copier-coller. Qui n'a évidemment pas grand-chose à voir avec l'islam, qu'il soit classique ou l'islam populaire. Non, bien sûr que non. Alors, et maintenant, donc là... Oui, je rappelle que nous avons publié, que j'ai publié, un livre qui s'intitule Les Égarés et qui traite de ce contre-islam qu'est le wahhabisme. Je recommande, je pense que vous recommandez aussi chaudement. Je le recommande chaudement. La lecture de cet ouvrage qui peut servir d'introduction à votre livre sur la montée en puissance du sionisme actif depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours. Exactement. Maintenant, on voit que la question que nous avons abordée, géopolitique, cette volonté de semer le chaos partout, se conjugue au libre-échange généralisé, c'est-à-dire se conjugue à cette vision économique à cette idolâtrie économique qu'on peut qualifier, c'est Roger Garaudy qui l'avait qualifié, qui a dû inventer le terme de monothéisme du marché. Le monothéisme du marché de Roger Garaudy, oui, exactement. Donc cette conception de l'économie, même cette conception du monde qui pousse en réalité les capitaux, les personnes à se déplacer, pas comme bon leur semble, mais comme bon... comme le veulent les membres de l'oligarchie. Donc ces deux conceptions, à la fois géopolitique et économique, se rejoignent, car l'une et l'autre s'alimentent l'une et l'autre et vont vers ce chaos généralisé. Le libre-échange global ne contribue pas à l'amour des peuples entre eux, mais justement à une haine. Il jette les peuples. Je parlais de désagrégation des peuples, mais il est clair que les oligarchies se nourrissent de la composition des nations et que la vermine ne prolifère et ne prospère que sur la charogne des peuples qu'ils ont fait périr. Le parasite tue toujours son hôte. Oui. Et d'ailleurs, pour revenir à cette question morale du bien et du mal, je dirais que le bien, c'est ce qui produit de bons fruits. De la vie. C'est la parole évangélique. De la vie, de l'équilibre, de l'harmonie, de l'amour. On reconnaît un arbre à ses fruits, ça c'est la parole évangélique. Et en islam, nous avons un concept qui rejoint la parole évangélique, parce que ce qu'on appelle en islam le bien et le mal, en arabe, c'est al-ma'rouf, c'est-à-dire ce qui est connu, ce qui est visible. Si le mal n'est pas toujours perceptible dans ses causes, il l'est dans ses résultats, dans ses effets. De même que Jésus disait qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Alors si la guerre en Libye était une bonne chose, on aurait dû en voir des effets positifs. Or, nous savons qu'elle a été une catastrophe, la guerre en Syrie a été une catastrophe. Oui, la guerre, on nous a fait croire qu'il s'agissait d'une guerre civile, mais très rapidement, aujourd'hui, on sait qu'il y a 70 nations qui combattent. Ce n'est non seulement une guerre internationale, sur le modèle de la guerre civile espagnole, mais c'est une guerre globale. Déjà, nous sommes déjà dans un sous-ensemble de la Troisième Guerre mondiale. Exactement. Et d'ailleurs, qui risque de dégénérer, puisqu'on sait que, quels que soient les dénis de la diplomatie russe, des forces se concentrent et en dernier ressort, très récemment, les Russes ont fait savoir qu'ils ne toléreraient aucune atteinte aux forces, notamment aux forces navales prépositionnées, et qu'à ce moment-là, le conflit pourrait dégénérer. Donc là, nous avons une montée en tension, et on peut se demander si ces migrations, je reviens peut-être à nos points de départ, ne sont pas là pour nous faire passer la pilule amère, nous faire désirer à l'opinion publique l'engagement des Européens, des forces de l'OTAN dans cette guerre syrienne. Dans un premier temps, sous Daesh, mais puisque la France se propose de frapper directement en Syrie, mais en fait, sous couvert de frapper Daesh, d'aller frapper Bachar el-Assad. Monsieur Cameron voulait couvrir Damas d'un tapis de bombes il y a un jour ou deux. Quant à Monsieur Hollande, il parle ouvertement, et Monsieur Fabius, ces deux personnages, parlent ouvertement de l'élimination du barbare Assad, et Monsieur Bernard-Henri Lévy, lui, nous fait croire que les 170 000 morts, les 200 000 morts
de ce conflit qui a démarré en 2011 serait entièrement due au pouvoir loyal, en oubliant que les torts, s'il y en a, sont éminemment partagés et que les cadavres ne sont pas dus à un régime qui, au contraire, un régime à vocation laïque qui a instauré la paix entre les communautés. Et dans l'ordre, bien sûr, c'était un ordre peut-être un peu rigide, un peu sévère, qui n'était pas parfait, tout ce que l'on veut, mais en tout cas, la paix régnait, il n'y avait pas de cadavres, il n'y avait pas de migrants. Tout comme en Irak, l'Irak de Saddam Hussein. Alors, revenons à cette guerre médiatique, et puis nous allons conclure à cette guerre médiatique qui nous est livrée pour mieux nous sidérer psychiquement et nous faire accepter toutes les options, notamment celle de la guerre. Le cadavre du petit Ilan, il y a une chose qui me choque profondément, c'est qu'on voit bien d'abord que la photo est manipulée, puisqu'elle est recadrée pour évacuer, encore une fois, ces pêcheurs qui sont à une dizaine de mètres du corps d'Ilan et qui pêchent tout à fait tranquillement, sereinement. C'est que nous avons eu depuis 1991 et la première guerre du Golfe, plus encore en 2003, et puis de plus en plus souvent et fréquemment, à Gaza et ailleurs, des photographies d'enfants dont le crâne avait été arraché, de pères éplorés tenant des petits cadavres ensanglantés, aussi bien d'ailleurs, devrais-je dire, en Ukraine. Et ça, la presse ne nous les a jamais montrées, ces photos. Je me souviens d'une photo du Donbass où on voit une femme qui tient le cadavre d'un nouveau-né dans ses bras, et on dit que c'est la madone. Elle est morte elle-même avec le cadavre de son enfant. La presse s'est-elle jamais emparée de ce type d'image. Donc on peut à la fois stigmatiser et même vomir la presse occidentale qui a des indignations aussi sélectives. Oui, très sélective, mais d'ailleurs, lorsqu'elle met en avant ces images-là, c'est toujours avec un but politique derrière. De manipulation. Il faut garder en tête qu'il n'y a pas de hasard en politique et que cette indignation sélective est certainement est motivée par une vision politique assez suspecte. Plus que suspecte, la guerre des images, la guerre des mots, la guerre de l'information, puisque la désinformation est le mensonge est une arme de guerre. On nous ment à travers ces images, c'est déjà la guerre en soi. C'est une forme de guerre, mais c'est la forme de guerre nécessaire à préparer la guerre physique, à préparer les esprits et à les asservir. Oui, cette indignation des médias prépare très certainement... je dirais pas une catastrophe, mais... à des heures très difficiles. Oui. Ne parlons pas de la conjoncture économique qui, elle aussi, est actuellement cataclysmique. Youssef Indy, merci. Merci à vous, Jean-Michel Vernochet. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt.